Formidable. Vous êtes un public formidable. Donc, il m'appartient de lancer la table ronde. Donc, je vais tout simplement passer le relais, le bâton à nos deux animateurs, co-animateurs, donc Laurent et Claudine. Donc, Christine. Donc, Laurent. Ça rime, oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je suis ravi effectivement d'animer cette table ronde avec Christine, qui est notre présidente de l'antenne IDF au sein d'ICF, sur cette question: en quoi la supervision participe-t-elle à une approche réflexive et quel est son apport pour notre métier? Merci Laurent, donc c'est un plaisir partagé. Je co-anime cette table ronde avec Laurent Fraisse, membre du conseil d'administration en charge de la communication. Et avant de démarrer les échanges, on va vous présenter nos intervenants. Merci. Donc, sur ma droite, Danielle Darmoni. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous accompagnez en France et à l'international vos clients dans leur choix d'évolution, mutation culturelle, alliance stratégique et organisation apprenante. Vous êtes la fondatrice d'International Mosaïque et vous animez le réseau international de coachs et de consultants qui interviennent à l'école et en entreprise. Membre de Sol France, titulaire de la SF Coach, membre créatif du club de Budapest, vous avez écrit Le leadership du vivant. Pour vous, la réflexivité et Socrate peuvent se rejoindre sur une idée simple: être accompagné pour questionner sa pratique et trouver ses propres réponses en posture méta. Alors François Délivré, vous êtes polytechnicien de formation, vous avez occupé des responsabilités opérationnelles, puis vous êtes devenu consultant et coach. En 2003, vous avez créé l'Académie du coaching avec François Souven et Noël Philippe. Et actuellement, vous intervenez en tant que superviseur de coach, auteur et conférencier. Vous nous avez dit être un chercheur de sagesse qui trouve sa joie dans la sculpture, dans l'art du conte et la transmission de ses savoirs. Vous avez actuellement en préparation un nouveau livre sur le thème de la condition humaine. Pour vous, la réflexivité nécessite de développer la conscience. Martine Voll, donc bonjour, vous êtes présidente du cabinet Présent Consulting depuis 1995 et vous supervisez depuis 2003 des coachs RRH, DRH au sein de grands groupes. Vous avez fondé l'Institut du développement de la supervision et vous êtes présidente de la Fédération des superviseurs professionnels. Master coach, passe-présidente ICF, vous avez œuvré au comité de déontologie et au comité de professionnalisation. Pour vous, la réflexivité commence par se poser la question: qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui ont bougé en moi pour que je bouge et qui va résonner chez mon client? À cet effet, vous nous présenterez la boussole de supervision. Alors Jean-Marie Mideau, vous avez une expérience confirmée dans le domaine des ressources humaines, puisque vous avez été DRH dans de nombreux secteurs pendant plus de 25 ans. Vous avez quitté très récemment votre dernier poste de DRH chez Sonepar France pour vous consacrer pleinement au coaching. Vous vous exprimez aujourd'hui aussi bien en tant qu'ancien DRH et coach. Comme vous nous l'avez confié lors de cette préparation, vous êtes originaire de Lorraine et avez un attachement très fort à la terre. Pour vous, la réflexivité permet de prendre racine. Donc, sans transition, pour aller dans le vif du sujet, une première question que j'ai envie de poser à François. Lorsque nous parlons de réflexivité, je me demande quelle différence faites-vous avec la position méta? Bon, je me mets debout parce que comme on va faire un petit exercice, le mieux c'est peut-être tout de suite de revenir à la pratique. Je sais que vous avez appris la position méta en formation, vraisemblablement, je l'espère. Mais refaisons l'exercice. Moi, je le fais régulièrement. Ce matin, je l'ai fait 2 fois là, pendant la conférence. Donc, là, vous voyez ma main. Ça, c'est l'attention. Vous portez votre attention sur ma main. Maintenant, vous allez faire l'exercice suivant. J'ai rapporté un petit hélicoptère. Donc, vous continuez à regarder ma main et l'hélicoptère, mais vous prenez votre hélicoptère personnel et vous avez mis là une caméra. Et vous mettez la caméra en haut de cette salle.
un peu au-dessus de vous. Et vous allez vous regarder, me regardant avec l'hélicoptère. Moi-même, je me mets en position méta, là. Donc, j'ai ma caméra qui est un peu plus haut. Je me regarde, je vois que je tiens quelque chose. Je vois que là, je suis en train de faire un sourire. Et je vois, mais ça, je suis le seul à le voir, que je jubile de faire cet exercice, parce que j'adore. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir, ou peut-être un petit peu. Donc, le fait de pouvoir se voir en voyant l'autre ou en voyant le monde, c'est ça la position méta. Mais de façon plus générale, c'est ça la conscience. La conscience, c'est le fait de se voir par rapport à une situation, on voit en même temps l'autre, soi, et dans notre métier, on voit aussi la relation. Et tout ça grâce à la caméra qui est en haut. C'est très difficile d'être en position méta, c'est très difficile d'être conscient. Les moments où on est conscient, comme je viens de l'expliquer, ne durent pas longtemps. C'est quelques secondes, quelques minutes. Et c'est ça qui va permettre ensuite de passer à la pratique, c'est-à-dire la métacommunication sur l'état de la relation. Donc, la plupart du temps, on est dans l'attention. On est dans l'attention au client, on est dans l'attention au problème du client, mais on n'est pas dans la conscience. La conscience, ça ne dure pas très très longtemps. La grande difficulté vis-à-vis de cette notion de conscience et de position méta, c'est qu'elle pose un problème philosophique sur lequel nous avons plus ou moins à nous prononcer. Parce que ça a été dit tout à l'heure dans la conférence, à partir du moment où je mets ma caméra, que je regarde l'autre et que je me regarde regardant l'autre, il y a une scission entre le sujet, moi, qui regarde, et l'objet que je regarde, y compris moi en tant qu'objet. Ça va, vous me suivez? Donc il y a une scission objet-sujet. La scission objet-sujet, les philosophes ne sont pas d'accord là-dessus. Il y en a qui disent qu'il y a une seule réalité, qu'il n'y a pas de scission entre le sujet et l'objet. Il y a la philosophie bouddhiste, il y a aussi la phénoménologie, qui ne sont pas d'accord. Ils disent non, il y a l'unité, ou il y a la non-dualité. Et puis il y en a d'autres, alors à la suite de Descartes et d'autres, qui disent si, il y a une scission entre objet et sujet. Et je crois que dans notre métier, on ne peut pas s'empêcher de prendre position. C'est assez difficile de ne pas prendre position là-dessus. Si on accepte, pour moi, si j'accepte de me mettre en position méta, j'accepte la scission sujet-objet. J'ai fini. Merci François. Un rebond peut-être sur ce qui vient d'être dit? Je veux bien. Je veux bien parce que François, tu as prononcé le mot conscience. Et pour ma part, j'aime bien la définition du philosophe qui dit que la réflexivité se dit de la conscience qui se prend comme objet d'étude. Alors j'aime cette phrase, elle est très simple au final. La conscience qui se prend comme objet d'étude. Pourquoi je la trouve simple ? Parce qu'on peut remplacer le mot conscience par tout ce qui nous arrange. Il y avait une question qui était posée tout à l'heure là-dessus. On peut mettre, pour le coach ou le superviseur, la réflexivité se dit de la pratique qui se prend comme objet d'étude. Nous pourrions dire que aujourd'hui, pour notre table ronde, nous pourrions prendre la réflexivité. Enfin, la réflexivité serait la méta-réflexivité qui se prendrait comme sujet d'étude. Pourquoi ? Parce que méta, c'est un préfixe. Donc ce préfixe, on peut le mettre devant tout ce que l'on veut. Métacommunication, métalangage, métaposition. Et la métaposition va être une des étapes de la réflexivité. Pour autant, ce n'est pas la même finalité. La métaposition, c'est quand on prend une situation que, effectivement, on va observer pour prendre de la distance, se distancier et se projeter dans une autre situation qui nous permettra de regarder la situation initiale. Donc, on a un acte réflexif à ce moment-là.
Pour autant, c'est le début. Parce que la réflexivité, elle peut être de deux ordres. Elle peut être phénoménologique, comme on l'a vu tout à l'heure. Si elle est phénoménologique, on prend la situation, effectivement, pour s'en distancier aussi, et séquencer cette expérience, séquencer ce vécu. Et ce vécu, on va le regarder sans chercher à l'interpréter. Alors on sait bien que ne pas interpréter c'est difficile, mais en tout cas réduire ce biais au maximum pour, à partir des événements, des sensations, décrypter et apprendre cette expérience. Donc la notion d'apprentissage est très forte. Apprendre par nous-mêmes, de nous-mêmes, par notre expérience. Et puis après, il y a la définition de la réflexivité critique, qui a moins été développée dans l'intervention tout à l'heure et qui pourtant était présente. Et ça, c'est l'approche aussi du sociologue, qui dit que c'est pour ça que je vois aussi une différence avec la métaposition, c'est que la réflexivité critique, elle permet de réinterroger les hypothèses qui sous-tendent nos actions. C'est ce que nous faisons en coaching et en supervision. Et si on interroge ces hypothèses, on va pouvoir y découvrir nos façons de penser culturelles, sociétales, éducatives. Donc, c'est un processus en soi très complexe et très intéressant. Merci, je crois que Jean-Marie a déjà quelque chose à nous dire. Moi, j'ai envie de me lever d'abord pour vous voir. D'abord pour vous voir, pour que vous me voyiez, mais aussi pour vous voir. Moi, vous savez, ce qui m'arrive ici, c'est un peu extraordinaire parce que je suis, comme je le dis parfois, je suis un coach nourrisson. Je suis à peine sevré, quoi. C'est-à-dire que j'ai passé ma certification il y a 3 mois et c'est la première fois évidemment que je viens ici et je me retrouve sur une table ronde à discuter, j'ai envie de dire avec des sommités, sur le sujet tout simple de la réflexivité. Et tout à l'heure, la question c'était la réflexivité et puis l'attitude méta. L'attitude méta, pour moi, c'est prendre de la hauteur. Donc j'aime bien l'image de l'hélicoptère, du drone qui prend de la hauteur, quoi. La réflexivité, c'est la profondeur. Essayer de trouver aussi, à un moment donné, je dis souvent ça, c'est un peu le moment, c'est la goutte d'eau qui tombe dans la mare, et qu'est-ce qu'elle fait comme onde de choc à la surface, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, jusqu'au fond de l'étang. Donc pour moi, la réflexivité, c'est ça, c'est un peu la profondeur, alors que le méta, c'est la hauteur. Et j'aime bien l'image de l'hélicoptère, parce que dans l'attitude méta, il y a quelque chose de technique, il y a quelque chose de pratique. Il y a quelque chose de presque de mécanique. Dans la réflexivité, je ne le vois pas trop. C'est le regard, c'est l'attention, c'est la sensibilité. Je le vois beaucoup plus comme ça. Et ensuite, on l'exprime. Mais c'est comme ça que je le vois. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est ça que je voulais dire surtout, pour moi, réflexivité et position méta, c'est en même temps. Et s'il y a une spécificité que moi, à laquelle j'adhère complètement dans la vie de coach, c'est un peu celle-là, c'est de dire je suis à la fois en attitude méta et en attitude réflexive. Et c'est comme ça que je peux avancer aussi, je crois, avec mes clients. Ok. J'ai failli ne rien dire parce que j'ai pas envie de faire un débat trop long, mais finalement, je vais quand même le dire. Personnellement, quand on m'a demandé ce que c'était la réflexivité, j'ai dit j'en ai aucune idée. Bon, quand j'ai écouté que c'était réfléchir sur sa pratique pour pouvoir agir autrement, je me suis dit très bien, super. C'est à peu près tout ce que nous faisons dans les formations et les supervisions de coach depuis plus de 30 ans maintenant, et que j'ai eu la chance de connaître dans les groupes Balint. Quand je me suis formée à la formation, j'ai pu avoir des groupes où on allait regarder ce que nous faisions sur notre pratique. Donc, est-ce que ça s'appelle être en position méta ou pas ? J'ai plus envie de vraiment ce débat. En tout cas, c'est le jargon des coachs, de regarder le système entre moi et l'autre. Et oui, j'entends bien qu'il faut se regarder, être conscient de soi, mais notre métier, c'est vraiment se regarder quand on est en relation avec des tiers. Et ça, c'est la posture de se dire qu'est-ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'ayant beaucoup travaillé avec Malarevitch dans les années 80, c'était très intellectuel, la posture méta. C'était on regarde ce qui se joue, mais avec sa tête, donc peut-être avec sa conscience. Après pas mal d'années de pratique, j'ai eu envie de transmettre en tout cas et de vivre un méta plus profond qui parle de nos émotions. Il se passe quelque chose dans la relation. Apparemment, le contenu est agréable, intelligent même.
Et pourtant, je ressens des choses en profondeur, je sens un agacement, je sens une inquiétude, je pense que vous l'avez vécu. Et tout le travail, en tout cas, de cette réflexivité en action qui m'a bien plu ce matin, c'est de le communiquer. Accepter que ce soit subjectif. J'ai eu pas mal de sociologues dans mes groupes. Ils voulaient être neutres. Moi, j'y ai renoncé à être neutre. Par contre, ce qui est possible, en allant dans un espace méta partagé et pas tout seul, c'est de dire, voilà, moi je vis ça, et vous. Et ensemble, de se dire, tiens, on a des choses qui nous correspondent et qui nous bloquent dans des répétitions. Parce que tout l'intérêt de ça, de ce travail de réflexivité ou de réflexion méta, enfin pour moi c'est proche, c'est de se dire comment arrêter de refaire les mêmes choses tout le temps. Et comment notre client amène dans la relation ce qu'il fait sur le terrain avec ses autres collaborateurs ou son chef. Et donc c'est tout ce travail de communication autour de ce qui se passe qui me paraît fondamental pour être des professionnels. Voilà, je pourrais vous parler des heures, mais on va continuer avec les belles questions que vous avez proposées. Merci Daniel, justement, je voulais continuer avec toi pour cette deuxième question. Et ouais. Je te sens bien partie. Donc la deuxième question qu'on se posait avec Laurent quand on a préparé, c'était en quoi la pratique réflexive donne-t-elle de la puissance à la posture de coach, hein, et quel est son impact pour le client? Ok. Oui, la puissance et la pratique. Ouais. Oui, arrivé tout à l'heure dans la citation de Socrate, hein, puisque quand on m'a demandé, j'ai dit le seul lien que je vois, c'est réfléchir avec quelqu'un. Le fait de réfléchir avec quelqu'un qui va vous renvoyer par l'altérité un autre regard. Et si vous faites, j'espère que vous en faites du coaching collectif et des organisations. Par exemple, quand on est un certain nombre de coachs, une équipe, à intervenir dans une organisation pour transformer sa culture, qui, je crois, est la voie royale de notre métier, en sachant accompagner les individus, les personnes, les groupes et tout ça dans différents moments de leur vie, c'est très important que cette équipe de coachs prenne un temps pour se mettre en recul et en réflexion sur leur pratique, qu'on l'appelle supervision ou réflexion sur la pratique. C'est l'idée de pouvoir aller regarder autrement ce qui se passe déjà pour nous dans la relation avec tous ces clients et trouver des options créatives ensemble dans lesquelles nous on va être alignés, parce que ce qui se passe quand vous intervenez, que ce soit avec un client, une équipe et un collectif, elle en a parlé, notre merveilleuse sociologue, elle a dit on ne peut pas être neutre, on fait partie rapidement du système, ils vont nous faire vivre ce qu'ils vivent entre eux. Et donc, par exemple, cette puissance-là de se mettre en méta pour retourner vers son client un peu nettoyé, avec une meilleure lecture du fait que les choses se répètent et qu'on va lui proposer, nous, dans la relation de coaching, de faire différent déjà entre nous pour inventer d'autres relations qu'il va amener sur le terrain, c'est fondamental pour une équipe d'intervention à plusieurs, de savoir se dégager de ce que j'appelle, les reflets ou les miroirs, tu appelles ça les processus miroirs. Tout ça, c'est du jargon. Mais en fait, on vit ce que nos clients vivent dans la relation. Si vous êtes un bon coach, vous êtes forcément empathique. D'accord ? Comment ne pas rentrer dans une empathie affective et fusionnelle avec ce qui se passe, mais garder une empathie cognitive, c'est-à-dire pouvoir en parler et du coup transformer nos comportements. Et ça, je fais le lien avec la puissance. La puissance, pour moi, c'est le puits de sens intérieur. J'ai pris le temps d'en parler avec mes collègues, j'en ai parlé avec un superviseur à qui je fais confiance pour me donner des feedbacks qui seront subjectifs. Voilà. C'est un croisement de subjectivité. Et du coup, il y a un sens qui s'inscrit. Et à partir de ce sens, je vais agir en étant complètement respectueux de la demande de mon client. Bon, on reviendra peut-être sur le cadrage de la demande. Il me semble que c'est un outil des coachs. Hein, vous êtes d'accord ? Merci. On reviendra sur les outils un peu plus tard. Qui veut
Jean-Marie? Moi, je reprends, on va refaire dans l'autre ordre un petit peu. Tout à l'heure, Christine disait que j'étais lorrain, et c'est vrai, je suis lorrain d'origine. La Lorraine, c'est un pays de mines. Il y a des mines de sel, des mines de charbon, des mines de fer. C'est vraiment un pays de mines. On vit pas mal sous terre en Lorraine. Mais j'ai la chance de vivre à l'ouest. Voilà. Donc ça, c'est pratique. En fait, je vis sur la presqu'île guérandaise. Voilà. La presqu'île guérandaise, j'aime bien parce que... il y a la Côte d'Amour. Alors moi, quand on m'a dit qu'il y avait la Côte d'Amour, j'ai couru tout de suite. Je trouvais ça quand même plutôt sympathique. Et puis surtout, il y a des choses fondamentales que je cherche à offrir à mes clients. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'air. Et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Il y a de l'espace. C'est un endroit où il y a plein d'espace. Et puis, il y a de l'énergie. L'énergie à travers les vagues, une énergie un peu sans fin. Et offrir à mes clients de l'air, de l'espace et puis de l'énergie, c'est pour moi vraiment fondamental. La puissance de la posture de coach, c'est un peu comme ça que je la vois. Alors oui, la réflexivité, le travail de supervision, c'est vraiment essentiel. Effectivement, je suis un vieux DRH. Et si je suis un nourrisson au coach, je suis un vieux DRH. Et c'est vrai que quand j'étais DRH, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prescrire des coachings. Et quand je sélectionnais un coach, un des points pour moi, vraiment un point fondamental pour moi quand je rencontrais les coachs, c'était de comprendre justement quel travail il faisait sur sa propre pratique de coach. Je me disais, et je me dis toujours, la position méta, il va pouvoir l'avoir pour peu qu'il soit à peu près, que sa tête soit à peu près bien faite, qu'il réfléchisse, qu'il ait un petit peu de méthode. Je voyais bien à quel niveau il pouvait monter avec son hélicoptère. Et donc, en fonction de ça, peut-être que j'ajustais un petit peu quel serait son client. Mais je voyais bien que l'attitude méta, ça pouvait aller. Mais l'attitude qui consiste à dire je m'interroge sur moi-même, je m'interroge sur ma propre pratique pour pouvoir déterminer quelle va être mon action, quelle va être exactement mon geste vis-à-vis du client, ça se travaille différemment. Ça, c'est plus un travail. Alors, je ne parlais pas à ce moment-là de réflexivité, mais j'étais toujours très, très soucieux de les interroger sur comment travaillent-ils leur supervision, comment travaillent-ils avec leur père, comment travaillent-ils comment s'interrogent-ils sur leur propre pratique. Pour moi, c'était vraiment un élément essentiel. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, pour parler de la puissance, je vais reprendre mes origines scientifiques. La puissance, c'est beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps. C'est comme ça que la physique classique la définit. Et je trouve que c'est très pertinent pour la puissance comme on en parle ce matin. C'est-à-dire qu'il va y avoir une énergie de la part de l'intervenant qui va être donnée à un moment précis, de façon assez concise et assez brève. C'est ça qui va être la puissance. Et la meilleure définition, enfin celle que j'ai adoptée plutôt pour moi, c'est celle de Raymond Osty, ce transactionnaliste belge décédé il y a bien longtemps. Il parle de 12 violences. Et il dit la puissance, c'est quand nous permettons à l'autre de retrouver son désir fondamental. Il y a donc une notion de permission. Je vais l'aider à retrouver et à faire ce qu'il a vraiment envie de faire. C'est ça la puissance. Et il a une phrase que je trouve admirable. Il dit « La puissance se doit d'être ferme, voire inébranlable ». Donc ça, c'est la puissance. Ça m'arrive de temps en temps en coaching. Le lien, ou en supervision, le lien avec la réflexivité, c'est que la puissance, elle est proche de la toute-puissance. Et donc, quand je cherche à tout prix à avoir, alors on appelle parfois ça le coup de marteau, hein, quand je cherche à avoir ça, je peux avoir tendance à forcer le paquet et à tomber dans la toute-puissance. Et c'est là où la réflexivité, la position méta, la conscience va m'alerter. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la puissance ou est-ce que je suis dans la toute-puissance? Quelle est, par exemple, l'autorité que j'ai vis-à-vis de la personne qui est en face de moi? Est-ce que je fais autorité pour elle, ce qui va aider? Et moi-même,
comment est-ce que je suis par rapport à mon envie de toute puissance, parce qu'on aimerait bien être dans la toute puissance. Comment est-ce que je suis par rapport à ça? Il y a donc une observation de moi, de la personne, puis je prends toujours mon hélicoptère, je me mets en haut, je me dis j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Allez, j'y vais. Et là, à ce moment-là, je vais déclencher la puissance qui, pour moi, pratiquement, professionnellement, sont des interventions relativement courtes et qui, on l'espère, vont marquer l'autre. Parce qu'en fait, ça c'est une autre d'autres auteurs qui le disent, et je trouve qu'ils ont raison, la puissance se trouve chez le client. C'est la personne qui accepte, qui reçoit la puissance qu'on va lui donner. C'est elle parce qu'elle retrouve ce désir fondamental, parce qu'elle retrouve ça en disant « Ah oui, ça me plaît et il me permet de le faire. » Merci. Alors, la première question m'a mobilisée au niveau de la tête et de l'intellect. Cette deuxième question me mobilise tout mon corps entier. Et me mobilise parce que c'est le fondement des journées professionnalisation. Donc, ça, c'est une question réflexive et puissante. Pour moi. Pourquoi ? Je vais vous raconter une anecdote. J'ai découvert la réflexivité au cours d'une journée ICF. C'était en 2007, la journée sur l'executive coaching, où cette commission faisait un rapport sur sa recherche par rapport à comment on mesure le coaching. Et il y avait eu un travail pendant 4 ans. Et nous avions invité des dirigeants qui avaient parlé de leur coaching. Et il y avait une de mes clientes, une dirigeante, qui avait vraiment enthousiasmé les foules de la salle parce qu'elle avait parlé de son coaching. Et bien sûr qu'elle avait raconté que son coaching était réussi parce qu'elle avait atteint tel et tel objectif. Et elle avait raconté autre chose. Et pourquoi j'ai su qu'elle avait raconté autre chose? Parce que dans la salle, quelqu'un est venu me voir en me disant « Mais vraiment, elle a fait un travail remarquable, ta cliente. » Oui, bah oui, bien sûr. Elle est gaie avec ça. Oui, mais parce que elle est capable aujourd'hui de parler après coup de son coaching en montrant comment elle a appris de son coaching, du processus de coaching. Elle est capable de parler de qu'est-ce que le coaching lui a apporté et comment elle l'utilise plus tard. Elle a atteint l'autonomie. Elle a une approche réflexive. Kezako, approche réflexive. Et du coup, depuis, je suis devenue praticienne réflexive. Et je regarde beaucoup de choses avec cet angle-là. Et du coup, j'ai regardé le référentiel ICF et les 11 compétences ICF avec cet angle-là. C'est pour ça que ça me mobilise par rapport à notre professionnalisation. J'ai pris le soin de l'écrire pour être précise. Qu'est-ce qu'elle dit, la compétence? Alors, j'ai pris la compétence numéro 11. Parce que pour moi, la compétence numéro 11, c'est la cerise sur le gâteau de la réflexivité du référentiel ICF. Cette compétence 11 dit être capable de centrer son attention sur ce qui est important pour le client et le laisser assumer la responsabilité de ses actions. Je répète, assumer la responsabilité de ses actions. Ah oui, mais alors comment on lui laisse assumer la responsabilité de ses actions? Puis le coaching, c'est l'autonomie. Alors je creuse dans la lecture de la compétence ICF 11 et qui dit comment on va développer la capacité du client à prendre des décisions, à traiter de ses préoccupations. Comment, pendant la compétence 11, on l'encourage à nous donner du feedback. Donc, on l'encourage à réfléchir à ce qui s'est passé avec nous. Et pour réfléchir et apprendre à partir des expériences vécues. C'est dans le référentiel ICF. Je répète, pour réfléchir et apprendre à partir des expériences vécues. La réflexivité, c'est Monsieur Jourdan, sans le savoir, nous en faisons tous, parce que le processus ICF complet avec les 11 compétences nous amène à réfléchir sur la situation vécue, comment le client y réfléchit sur cette situation vécue. Et puis, vous savez bien qu'une fois que le cadre est posé, la demande est posée, que l'éthique est posée, on va chercher à trouver cette question puissante ou cette question profonde sur mais comment on va le faire sortir de son cadre de référence. Et là, on est dans la réflexivité critique, c'est comment on fait un pas de côté pour arriver à penser autrement.
Donc, à suivre. Cette affaire est à suivre. Alors Martine, une fois n'est pas coutume, puisque c'est à ton tour aussi de te poser une question. Et je me demande s'il n'y a déjà pas réflexivité dans ce qu'on est en train de faire, puisque la question que je vais poser, et tu as déjà en partie un peu répondu, et qui est la suivante. Quels sont les apprentissages de votre pratique réflexive que vous voudriez partager avec nous? Les apprentissages, expériences vécues. Alors oui, j'en ai un. J'ai un apprentissage, c'est celui de... Là aussi, j'ai besoin de me lever parce que c'est quelque chose qui me met en action dans le corps. L'apprentissage, c'est que comme j'ai commencé la supervision en 2003, dans les années 2004, c'est plus avec ma casquette de superviseur que je me suis dit, mais c'est quoi la supervision? C'est un peu ballot. Depuis 2003, je supervise et en 2014, je me dis, c'est quoi la supervision? C'était une approche réflexive de cette pratique qui avait duré. Et dans la réflexivité, on cherche à regarder les composantes. Et une composante de la supervision, c'est les demandes avec lesquelles les personnes arrivent. Et traditionnellement en supervision, c'est j'ai besoin de prendre du recul par rapport à une situation que je vis avec un client. Si en réflexivité, on prend juste, alors quand je dis juste, c'est déjà du boulot, cette demande, l'apprentissage que j'ai fait, c'était de me dire mais quelles sont les aspérités, les reliefs de cette demande. Et finalement, j'ai ressorti 3 besoins qui ne sont pas toujours exprimés et qui sont tellement simples quand je vais les dire. C'est des besoins sur je sors de l'école, j'ai appris le geste professionnel, j'ai des compétences, j'ai le code déontologique de ICF, etc. J'ai besoin d'ajuster mon geste professionnel parce que maintenant que je suis allée me frotter aux situations clients, je vois bien que ce n'est pas tout à fait comme j'ai appris. Et les coachs seniors ont droit aussi en disant je pratique depuis longtemps, mais aujourd'hui il y a des situations tellement incongrues, inconnues, j'ai besoin de rajuster mon geste professionnel. Le tripartite revient régulièrement en supervision, y compris pour les seniors. Qu'est-ce que je fais dans cet entretien tripartite? Ça, c'est le premier point. Donc, le côté professionnalité. J'ai appris qu'il y avait un autre besoin. C'est celui, bien sûr, celui-là, je le connaissais, c'était le plus évident, prendre du recul par rapport aux situations. Parfois, c'est parce qu'on a besoin d'un regard systémique à ce qui se passe chez le client. Et souvent, c'est parce que cette situation, elle me chatouille, elle me gratouille, ou elle m'attrape au niveau émotionnel très fort. Donc ça, c'était le deuxième besoin. Et le troisième besoin, c'était de dire, indépendamment de mon geste professionnel, indépendamment de la situation client, moi, j'ai besoin de me repositionner. Et l'intervenante tout à l'heure a dit quelque chose d'intéressant que je n'ai pas noté, mais ça touche de fait l'identité professionnelle et le besoin de se repositionner au niveau de l'identité professionnelle. Donc voilà, la réflexivité, ce que ça m'a appris. Merci. Moi, je prends la parole là parce que aussi, je suis pas superviseur, alors que là, je comprends qu'il y a 3 superviseurs qui débattent, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Et je suis supervisé, évidemment, et mes pratiques de supervision, c'est un peu spécial aussi parce que je commence, quoi. Donc je tâtonne et je découvre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand j'étais gamin, j'avais eu la chance de lire un peu Peggy, et Peggy dit quelque chose de très très bien. Il dit, vous savez, il y a pire qu'une mauvaise pensée. Il y a une pensée fausse, une pensée toute faite. Ça, c'est pire, une pensée toute faite, une pensée qu'on a en tête et qui est toute faite, c'est pire. Et la supervision, c'est un peu un exercice pour se défaire un petit peu, s'ébouriffer de toutes ces pensées toutes faites qu'on peut avoir. Et c'est ça, j'aime bien travailler ça en supervision. Et puis, dans une pratique vraiment personnelle de supervision, que je veux partager simplement, ça a été dit ce matin, pour moi, c'est l'écriture. Voilà. L'écriture est une manière, à un moment donné, avant de venir en supervision, moi j'aime bien écrire, parce que c'est un moment aussi, un moment de solitude, l'écriture. Hein. Puis c'est un moment aussi on écrit pour quelqu'un, on écrit sur ce qu'on a vécu, on écrit avec les mots que l'on a, qui sont parfois un peu plus pauvres que ce qu'on voudrait vraiment exprimer. Donc moi j'aime beaucoup cette pratique de l'écriture, et je trouve que c'est un bon préalable, un bon prémisse à la supervision. C'est toujours l'apprentissage. C'est toujours l'apprentissage. Alors, apprentissage de quoi?
Et on a dans nos formations, dans notre pratique, on apprend un tas de choses. Des modèles, des concepts, des procédures, des postures. Donc il y a tout un tas d'éléments qui vont nous être enseignés et qu'on va intégrer. Et vis-à-vis de ces modèles, concepts, postures, pratiques, ça peut être très très concret, il va y avoir une démarche pour laquelle la pratique réflexive va être, à mon avis, indispensable si on veut être un vrai pro. Pour ça, je vais reprendre le modèle, les 4 étapes de l'autonomie. Je vais prendre l'exemple de la ProcessCom. Bon, moi, j'ai appris la ProcessCom il y a 20 ans. Et la ProcessCom, c'est génial. Donc, il y a quelqu'un qui est intelligent, qui a pondu ça. Je me dis, c'est super. Donc j'adhère. Et puis, il y a un moment, je passe à une autre étape où je dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne me va pas. Je me dis, non, là, je peux pas appliquer ça, c'est pas possible. Donc, il y a une phase de contre-dépendance. C'est au niveau conceptuel que ça se passe. C'est par rapport à un modèle. Donc, je vais mettre en cause l'autorité de T.B. Keller. Et puis, ensuite, je me dis, c'est bien joli de critiquer, de dire qu'il y a un truc qui ne va pas, mais qu'est-ce que je fais, moi, alors? Qu'est-ce que je décide de faire? Et je vais passer à ce moment-là ce qui correspond au stade de l'indépendance, c'est-à-dire que par rapport au modèle, concept, apprentissage en tout genre, je vais me faire ma propre façon d'intervenir. Je vais dire, moi, c'est ça qui me convient, c'est mon truc. Et dans un 4e stade, on va en discuter avec d'autres gens qui auront fait le même chemin que moi. Mais pour faire ces étapes-là, il est nécessaire que je puisse là aussi... Alors, c'est pas comme avec un client, c'est pas une personne. C'est par rapport à une autorité, c'est par rapport à un modèle, un concept. Donc, c'est tout de même un peu plus mental. Mais il y a le même processus. C'est comment je me situe, comment je me vois, comment est-ce que je me sens par rapport à tel modèle, son application, sa pertinence, sa justesse. Et pour ça, j'ai besoin de prendre une posture réflexive par rapport à cet apprentissage. Ça va ? Ok, j'avais envie de témoigner d'un apprentissage que j'ai eu moi-même en supervision. Alors souvent, Laurent, par exemple, me dit « Comment tu vas encore en supervision ?» Oui, ça fait partie, je sais pas, je vais vous donner une image. Vous prenez votre douche le lundi, donc vous êtes à peu près propre. Hein, vous la prenez pas le mardi, c'est bon. Mercredi, bon. Le dimanche, ça commence. Hein, et je vous parle pas à la fin du mois. Donc voilà, pour moi, aller en supervision, et c'est mon hygiène de vie, mon hygiène pro. Aller partager ce que je fais, entendre des retours, me confier sur mes doutes. Et un doute que j'ai eu il y a quelques années, et qui m'a vraiment changé la vie grâce à la relation avec mon superviseur, c'est, j'anticipais une réunion très complexe pour un client important avec 5 ou 6 personnes, et et je tenais beaucoup à tenir bon, mais j'anticipais que ça allait pas être facile. Voilà. Et la simple remarque, et si tu y allais en arrêtant d'anticiper la catastrophe? C'est ta compétence. Je pense qu'un de mes talents d'anticiper comme ça à long terme. Mais là, j'ai vu tout à coup, il a suffi, et si tu arrêtais, si tu allais en ouverture, que tout à coup, je me suis dit, ah ouais, c'est ma force, mais c'est aussi mon ombre. Et donc, pour moi, ça, c'est le talent de ceux qui peuvent vous accompagner à pas faire de vous quelqu'un d'autre, mais à vous rendre compte qu'il y a des ombres, des points aveugles, et que voilà. Donc depuis, je vais dans les situations les plus tendues avec mon ouverture, et je m'y prépare à rester là. Une autre des apprentissages, ça a été quand tu n'as pas cité, mais à la suite de la crise de 2008, je pense que vous vous rappelez, comme je fais pas mal de coaching de dirigeants avec un de mes collègues, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, David Adjage. Nous avons pris le défi et le pari d'écrire un livre sur la supervision des coachs, pas des autres, mais des coachs. Et c'était la dimension éthique qui était mon apprentissage de coach de dirigeant. Elle parlait tout à l'heure de normalisation, du coaching adaptatif. Enfin, tous ces mots me donnent des boutons parce que je pense que le coaching est le lieu de la libération
au contraire du style et de l'intelligence. Et là, je voyais comment certains coachs de dirigeants que j'avais l'honneur de superviser avaient beaucoup de mal à prendre l'autorité nécessaire pour mettre les clients autoritaires en face d'eux, les dirigeants en face d'eux, en dynamique de réflexivité, prenons ce mot, en tout cas de regarder ce qu'ils faisaient sur le plan éthique, sur les décisions qu'ils prenaient. Et ça, c'était pour moi un enjeu super important de supervision des coachs de dirigeants. Parce que si à ce moment-là, le dirigeant se rend compte et fait autre chose que l'aveuglement, alors c'est tous les gens qui dépendent de lui qui en profitent. Donc ça, c'est l'impact super important du coaching de dirigeant ou du coaching d'organisation. Vous ne traitez pas juste une personne et sa psychologie et je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour faire des gens encore plus égotiques, puissants ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas qui s'intéressent qu'à eux et pas aux autres. Hein. Donc il y avait ce dilemme éthique et donc on a fait une enquête avec David pour savoir comment les superviseurs, c'était quoi leurs outils, leurs compétences, leurs spécificités. Et une enquête internationale, parce que ça me paraît important aussi d'avoir cette ouverture aux autres cultures, puisque nos clients sont exposés au monde. Et je dois dire, je vous donne le résultat, et quelques années après cette étude, je le sens encore quand j'écoute tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les superviseurs, qui est devenu le sujet un peu plus à la mode. Il n'y a pas vraiment d'outils, de compétences et de savoir-faire démultipliés pour être un bon superviseur. Ce n'est pas au niveau des outils. C'est au niveau de la personne, comment elle change d'état d'esprit quand elle supervise quelqu'un par rapport à son coaching. Ça, c'est ce que je croyais à l'époque. Et le changement d'état d'esprit m'était venu d'une analogie avec, j'avais vu une conférence où il y avait des gens qui faisaient des arts martiaux et qui racontaient comment un très très vieux monsieur de 80 ans qui faisait à peu près 1m60 avait mis par terre très facilement un gros balèze rugbyman de 120 kilos. Et le truc, c'était pas qu'il savait faire autre chose que le gros balèze, c'était juste son état d'esprit n'était pas le même. Et donc depuis, c'est toute une réflexion sur c'est quoi ce changement d'état d'esprit. Et grâce aux ateliers de formation, parce que je ne prétends pas former les superviseurs, j'ai envie qu'on fasse des ateliers de recherche ensemble. Ce qui est sorti beaucoup, c'est pour eux, qui étaient d'excellents coachs seniors professionnels, ils ont eu l'impression, quand ils devenaient superviseurs ou quand ils envisageaient de le devenir, de revivre un voyage du héros. Ils avaient mis des années en tant que coach à apprendre, à laisser faire l'autre, à lui laisser la place, à le mettre dans sa puissance, à se retenir, à position basse, enfin voilà, hein, qui sont d'excellents savoir-faire. Et là, tout à coup, en tant que superviseur, ils se trouvaient aussi investis d'une forme d'autorité sur l'éthique de la profession, sur la déontologie, au moins sur ça. Et là, tout à coup, c'était de nouveau les ombres de tout ce qui se passe. Donc cet apprentissage aussi que chaque fois qu'on franchit un pas dans sa pratique, il y a à revenir sur ces ombres, ces lumières et se recentrer. Et enfin, le dernier apprentissage, pardon si je suis un peu longue, c'est le côté multiculturel de notre métier. Hein, j'ai fait partie de la SF Coach à sa création grâce à monsieur qui est là, qui m'a quasiment forcé à passer la titularisation. Mais j'étais consentante. Ça a été un processus, je ne vous raconte pas. Enfin, si un jour on a 3 heures devant nous, je le ferai. Mais je suis allée vers ICF pour l'ouverture au monde, qui me semble importante. Et là, du coup, il y a quelque chose dans mes apprentissages qui effectivement a dit la posture systémique, la posture méta, la posture juste réflexion sur l'organisation que je pratiquais jusque-là quand vous travaillez dans le monde. Ça m'a permis de voir à quel point il fallait passer aussi par des symboles, une approche symbolique, une approche du sens, et qu'on pouvait partager entre différentes personnes qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas les mêmes biais culturels, qu'on pouvait arriver à une cohérence si on utilisait aussi des supports symboliques et surtout la mise en mouvement corporel. Donc voilà, des apprentissages de plus de 35 ans et j'ai l'impression qu'on va continuer à apprendre si on continue notre métier. Enfin, je nous le souhaite en tout cas. Alors François, j'aimerais poursuivre avec toi. On a déjà commencé à beaucoup parler de la supervision, mais
Avec Laurent, on se posait la question de savoir dans quelle mesure l'espace de supervision permet de développer sa pratique réflexive. Et donc Daniel dit qu'il n'y a pas d'outils. Alors peut-être qu'il y a des postures, qu'il y a des états d'esprit. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur cet aspect-là ? Je vais revenir à cette notion de conscience parce qu'elle me semble tellement liée au maître mot de cette journée, la réflexivité. Et mon expérience, c'est que de la façon dont je supervise, cela requiert une conscience, un état de conscience qui est à la puissance 2 par rapport à un coaching. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai à traiter est plus complexe. Le personnage principal, la personne principale en supervision, c'est le coach que j'ai en face de moi. C'est lui qui va être au charbon. Donc c'est surtout de lui dont il faut que je m'occupe. Bien sûr. La question est, pourquoi est-ce qu'il vient me voir ? Comment ça se fait que lui, qui est compétent, etc., comment ça se fait qu'il n'y arrive pas ? Donc c'est lui qui va occuper, puis donc je vais avoir un premier niveau de conscience avec lui, un premier niveau de position méta avec lui. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ce qu'il dit de son client. Donc quel est le client ? Quel est le problème du client ? Et donc il va y avoir un aspect multidimensionnel et à chaque dimension de ce que nous traitons, il y a une position méta et une conscience à avoir. Il me parle d'un problème de son client, et justement, c'est peut-être que le problème du client, c'est un problème que j'ai eu moi. Donc, quelle est, moi, ma position, non seulement ma position, mais comment est-ce que je vis ça, toujours en état de conscience. Il y a donc une complexité au niveau de la conscience que j'ai en supervision qui est plus, je dirais pas plus difficile, mais qui est tout de même qui est plus complexe objectivement. C'est vrai que moi, quand je supervise comme ça, c'est vrai que je fatigue parce que, en même temps, je suis très très content parce que c'est vraiment jouissif. Mais en même temps, il faut que je sois très très souvent dans cet état de conscience dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça la grande différence. Je vous donne par exemple non, je n'ai pas d'exemple précis. Non, j'arrête. Merci François. Moi, s'il y avait une chose que j'aimerais bien vous dire et que vraiment que j'ai très très envie de vous dire là pour aujourd'hui sur la supervision, et je vais un peu rebondir sur ce que disait Daniel aussi, à la fois sur l'étranger et puis aussi un peu sur le changement d'état d'esprit, quoi. Ça me semble important. Moi, j'ai découvert il y a quelques temps, grâce à Isabelle Nolot qui est par là, j'ai découvert la supervision avec l'équi-coaching, avec les chevaux. Et là, je peux vous dire que c'est un exercice et c'est une situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle on se décale complètement. Les chevaux sont hyper sensibles, ils perçoivent tout. Alors, je lisais hier dans les Échos, il y avait un article dessus, mais c'est vrai, les chevaux, ils vont percevoir, Isabelle pourrait beaucoup mieux en parler que moi, mais ils vont percevoir le battement de son cœur, ils vont percevoir à un moment les nœuds qu'on fait dans l'estomac, etc. Les chevaux, ils perçoivent les choses. Et quand à un moment donné, on fait un exercice de supervision à partir d'une situation qu'on a connue, dans laquelle qui nous a remué ou qui va arriver, comme disait tout à l'heure Daniel, quand on est dans cette situation-là, Isabelle, de manière très 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 pertinente, elle met en scène les chevaux. Elle met en scène 1, 2 ou 3 chevaux qui vont être bien les interlocuteurs face auxquels on s'est trouvé ou face auxquels on va se trouver. Et puis on va regarder comment les chevaux vont réagir, comment ils vont réagir finalement, évidemment pas à la situation qu'ils ont intellectualisée, mais comment ils vont réagir au coach qui est devant eux. Donc finalement, ils vont donner des informations sur comment le coach, finalement, ce qu'il vit au fond de lui-même. Et là, je peux vous dire que cette expérience-là de supervision, et moi je dis un grand merci vraiment à Isabelle, parce que c'était cette expérience-là de supervision, mais elle démultiplie ses forces, quoi. Enfin, elle permet vraiment de travailler, comme je disais tout à l'heure, vraiment en profondeur, et puis de se décaler, parce que les chevaux, ils n'ont évidemment aucun enjeu.
hein. Simplement, ils sont là pour percevoir ce que l'on vit, quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça avec vous, et si vous avez l'occasion, vraiment, faites-le avec les chevaux, c'est super. Ah oui, les outils. Ah oui, je viens de dire qu'il n'y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas de spécifique. Un modèle systémique qui circule partout sur Internet, qui a été modélisé par un Anglais dont j'ai oublié le nom, privilège de l'âge. C'est pas Alzheimer, mais bon, il y a moins de place pour les noms. Sur les 7 regards, hein, le côté multidimensionnel dont François a parlé. Je regarde ma pratique, je regarde la relation. Comment ? Shower et Hawkins, voilà. Bon, sachez que ça existe dans l'approche systémique en France, mais ça n'avait pas été mis sur Internet. En tout cas, de regarder tous ces niveaux, ce qui se joue pour moi, ce qui se joue dans la relation avec le superviseur, ce qui se joue chez le client, ce qui se joue dans le système comme culture de relation, ce qui se joue sur le thème, par exemple la relation au pouvoir, à l'argent, qui dépasse les personnes. Voilà. Donc on regarde tous ces regards, et la finesse du superviseur, c'est de choisir un de ces regards à chaque séance, parce qu'on ne traite pas les 7, sinon la journée n'y finirait pas. De plus en plus aujourd'hui, ce que je vois travailler en supervision, c'est une dimension qui m'est chère, c'est la danse du masculin et du féminin, c'est-à-dire la capacité à recevoir comme à donner, et d'aller toute sa vie aller voir, puisque nous les coachs, on est des gentils, on veut amener au monde plein de choses, donc on leur donne avec toute notre générosité. Mais comment on reçoit aussi ce que le client amène et nos propres émotions. Donc de donner-recevoir, cette dimension-là. J'en avais un autre, mais je l'ai oublié. Donc je laisse la parole à la boussole qui m'est chère. Oui, je suis restée assez fidèle à la question dans quelle mesure l'espace de supervision permet de développer sa pratique réflexive. Avec quel outil et quelle posture modélisante. Donc, je suis restée sur l'idée de la pratique réflexive. J'adorerais vous parler longtemps de supervision. La pratique réflexive, il y a des outils. Hein. C'est la description orale de la pratique, l'écriture sur la pratique, la participation à un groupe d'analyse de pratique, donc de supervision collective, et la confrontation avec un tiers, un enregistrement vidéo. C'est pour ça que un truc qui fait râler tout le monde, c'est pour la certification, ICF demande de retranscrire un entretien, ça nous fait tous râler, et en même temps, en écrivant, c'est une pratique réflexive que d'écrire, de réécrire un enregistrement. Ceci étant dit, je voulais vous parler de la boussole parce que c'est l'expérience que je vous ai racontée tout à l'heure. C'est que finalement, en supervision, les personnes viennent avec des demandes. Donc j'ai découpé artificiellement les demandes et les besoins parce que bien sûr qu'en supervision, tout est mélangé. Et en même temps, ça me sert de boussole. Et cette boussole sert de boussole aussi à mes clients parce que je la partage. C'est-à-dire que vous voyez en haut, je ne sais plus, ça c'est ma gauche, ce que j'appelle tout est supervision, mais la supervision professionnelle, c'est je viens prendre de la distance par rapport à une situation client. À ma droite, c'est le besoin qui permet de réajuster ses gestes. En haut à droite, c'est ça. Hein. Et je voyais des gestes, donc j'avais un doute. Ajuster ses gestes professionnels, c'est un travail en soi. Et bien sûr que la formation initiale n'est pas de la supervision. En revanche, le mentoring peut être une forme de supervision parce que là, on a une approche réflexive sur ses compétences en mentoring, sur comment on s'installe dans son activité de coach. La supervision didactique, c'est une supervision où le superviseur peut faire des apports théoriques, complémentaires, courts, pour réajuster encore ce geste professionnel parce qu'on a vécu une situation depuis l'école. Et plus tard. Et enfin, c'est tout à fait en bas, ce que j'appelle hors de la pratique, c'est très important pour moi. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hors notre geste professionnel, hors nos situations clients, nous sommes des personnes. Premier outil en tant que coach, c'est valable pour les superviseurs, où nous avons à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos projections, sur nos partenaires d'accrochage. Pourquoi il y a des gens qui nous énervent, qui nous gonflent, qu'on a envie de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils accrochent en nous, ces gens-là ?
ça parle de nous aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on se repositionne dans notre cycle de vie, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut faire beaucoup de coaching individuel, et puis beaucoup de coaching d'équipe, et puis un jour, on en a marre, on s'ennuie. Qui n'a pas connu l'ennui au bout d'un moment, avec des questionnements sur qu'est-ce que je vais faire bientôt? Donc, la supervision est un lieu qui permet cela. Et donc, cette boussole, elle me permet, moi, de m'orienter, de me dire, mais de quoi la personne a le plus besoin? Et quand je partage cette boussole avec la personne, elle peut aussi se situer. Alors, au départ, j'avais mis au milieu coach, parce que je l'ai conçu, on est plutôt avec l'angle du superviseur. Plus tard, je l'ai changé. Et vous pouvez l'utiliser aussi, parce que la pratique réflexive, vous pouvez l'avoir sur les 3 champs, et vous pouvez l'avoir sur l'ensemble de la boussole. En mettant le mot professionnel au milieu, vous pouvez mettre manager, parce qu'en tant que coach, vous pouvez regarder votre manager dans ses 3 besoins. Vous pouvez mettre coach, et en tant que superviseur, vous pouvez regarder le coach dans ses 3 besoins. Vous pouvez mettre superviseur, parce que nous aussi, les superviseurs, nous avons développé des compétences implicites. Si on les rend explicites, c'est encore plus intéressant, parce que certaines sont les mêmes que celles du coach et d'autres sont différentes. Et nous aussi, nous avons besoin de prendre du recul par rapport aux situations. Alors, la question sur la posture, je la trouve intéressante parce que, premièrement, en tant que superviseur, c'est être modélisant, c'est avoir une clinique de soi. Donc, c'est le bas de la boussole, comment je prends du recul par rapport à comment je me situe. La clinique de la pratique, c'est comment j'interroge ma pratique avec le geste professionnel. Et puis, pour aller vers ce que nous a dit notre sociologue du jour, qui était, et si on regarde au niveau de la personne, on utilise la boussole, mais la boussole, on peut la regarder au niveau d'un collectif, d'une organisation. Et là, nous sommes dans une organisation qui s'appelle ICF et qui a ses propres représentations du coaching. Et puis, dans une société où, qu'est-ce l'histoire du coaching, qu'est-ce que ça raconte sur les besoins de notre société? Donc, on peut prendre aussi de la hauteur de vue par rapport à ce que nous avons internalisé, institutionnalisé. Et ça va être de travailler à ces 4 niveaux. Alors, pour finir, je voulais vous lire la définition de la supervision d'ICF. Parce que c'est la seule qui dit, et là, pareil, j'étais bonne élève, je vais vous lire la définition. Parce que c'est la seule association ICF qui parle de la réflexivité dans sa définition. La supervision est comme l'interaction qui se produit quand un coach rapporte périodiquement ses expériences de coaching auprès d'un superviseur. Bon, jusque-là, tout va bien, on est d'accord? Afin d'engager un dialogue réflexif et un apprentissage collaboratif pour le développement et le bénéfice du coach et de ses clients. Donc, je fais de la pub pour ICF aujourd'hui. Elle est dans ICF France. Elle est dans la traduction qui a été faite par Michel Darmoni, le comité professionnalisation dans les années 2014-2015, qui était un document que ICF Monde a sorti où il différencie le mentoring et la supervision. Donc, je l'ai prise là. Voilà. Merci. Merci Martine. Alors avant de passer un petit peu la parole à tous ces coachs dans cette salle, une dernière question qui nous taraude finalement, c'est quelle est votre vision du coach qui incarne cette dimension réflexive? Allez, je me jette à l'eau à nouveau. Une dimension du coach qui est un petit peu pour moi la dimension du coach vraiment un peu idéale. Alors j'ai eu la chance d'avoir un maître qui s'appelait Jean Mambrino, qui était en fait un poète, et il avait écrit un recueil qu'il avait intitulé « Le veilleur aveugle ». Et j'ai toujours en tête cette vision, si je puis dire, du veilleur aveugle. Et pour moi, c'est vraiment le coach. Le coach, c'est celui qui veille, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui fait attention, c'est celui qui est là. Et aveugle, parce que je pense vraiment que ce qui compte, c'est la vision que peut avoir son client. C'est ce que son client va décider de faire. Et le coach, il s'offre. Et quoi de plus beau qu'un veilleur qui ferme les yeux un petit peu pour mieux percevoir, pour mieux sentir. Donc moi, la vision du coach, pour moi, c'est le veilleur aveugle.
Pour cette 5e question, j'ai pensé tout de suite à quelque chose de très très pragmatique au niveau de la vision du coach, qui est l'aspect physique, matériel. Et j'ai pensé à mon bureau et là où je reçois mes clients. Et comment est-ce que cette dimension de conscience, cette dimension réflexive, ça se passe par rapport aux choses matérielles. Par exemple, il y a la distance entre le fauteuil du client et puis le mien. Est-ce que je suis bien avec cette distance? Comment est-ce que je me vois? C'est à 10 cm près que ça se joue. C'est impressionnant, j'ai testé. S'il est 10 cm plus près, ça va pas. Et puis alors derrière le client, il y a le réveil qui voit pas, mais moi où je vois le temps qui avance. Quelle est ma relation à l'aiguille de mon réveil qui avance? Comment je suis par rapport au temps? Puis à côté, il y a la photo de ma compagne disparue. Comment est-ce que je suis avec elle dans cette séance de coaching? Et puis il y a mes statuts. J'ai 2 ou 3 statuts. Bon, est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Est-ce que ça m'aide? Et donc, il y a tout un tas d'objets matériels, d'arrangements concrets pour lesquels je vais avoir, alors pas tout le temps, faut pas exagérer, mais j'ai régulièrement, très souvent, de façon assez légère, j'ai cette dimension de me placer en état de conscience, en état réflexif, pour dire mais comment ça se passe? Est-ce que ça va? Donc je prends cette différence entre sujet et objet à ce moment-là. Merci. Cette question, elle suscite... je ne sais plus quelle est la question. La vision du coach. Quelle est ta vision du coach? Comment? Quelle est ta vision du coach qui incarne cette dimension réflexive? Alors, la vision du coach qui incarne... Oh là là, c'est difficile, ça. Merci pour la question. Ça, c'est quand on ne sait pas répondre, c'est que c'est la bonne question. D'accord, ça va descendre. Alors, j'ai laissé descendre. Déjà, Alors, j'ai l'image du Petit Prince qui arrive. Parce que le Petit Prince, il est responsable. Enfin, il y a cette notion de responsabilité. Comment il prend soin de la rose qui est sur cette planète. C'est vrai que je suis très sensible à ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, avec toutes les métamorphoses que nous allons devoir, qui sont déjà là et que nous allons devoir accompagner. Donc, le coach et le superviseur réflexif, ce sont des personnes qui veulent bien travailler sur elles-mêmes, qui veulent bien réfléchir à leurs pratiques, à leurs actes, et qui veulent bien travailler les hypothèses qui sous-tendent leur réflexion. C'est Einstein qui disait « c'est plus difficile de casser les préjugés que de casser l'atome ». Donc, il a tout dit, ce monsieur. Donc, nous avons, nous aussi, à travailler là-dessus, parce que nos clients finaux sont... Et nous avec, et les superviseurs avec, nous sommes tous dans des changements profonds. Et la proposition, c'est quel comportement nous allons inventer, parce que la réflexivité, c'est pas une finalité en soi. La réflexivité, c'est un processus que l'on agissant, intérieur, personnel, collectif, pour créer d'autres savoirs, créer d'autres comportements. Il y a quelque chose du processus d'individuation. Ça nous permet d'être des individus et pas de l'individualisme, de l'individuation, pouvant agir dans une société en transformation. Donc c'est un joli travail pour nous, les coachs, les superviseurs, qu'il va falloir accompagner tout ça. En tout cas, là, je suis d'accord avec ces 3 définitions. Au début, j'ai dit j'ai aucun modèle parce que je ne crois que chaque coach est unique. Mais en vous écoutant, vraiment, je suis avec ce que vous avez dit. C'est très juste. Je rajouterai que la cohérence pour moi d'un coach professionnel, c'est que nous accompagnons nos clients à faire des choix dans l'inconnu, dans l'incertitude et la complexité. Et il n'y a pas de modèle, et le nouveau leadership est complètement inventé, travailler ensemble est complètement inventé, tous les modèles anciens s'écroulent. Il est temps d'une régénération. Donc un coach qui ne ferait pas ce moment de regarder sa pratique et de la faire évoluer dans l'inconnu, le complexe et l'ambiguïté, comment peut-il accompagner son client
à vivre ça. Donc c'est autour de la cohérence. Un coach qui fait ça, c'est un coach cohérent avec ce qu'il fait. Un superviseur cohérent, c'est un superviseur qui est lui-même accompagné. C'est une chaîne d'être accompagné. C'est une chaîne. Donc voilà. Merci à vous quatre pour tous ces éclairages passionnants. Merci beaucoup. On va laisser maintenant la... Voilà. On va laisser de l'espace pour des questions dans la salle. Vous avez dit des choses qui sont tellement, tellement précieuses. Moi, quand je vous entends, je prends. Je suis pas là par hasard, en fait. Moi, j'ai une question. Et d'ailleurs, Martine, là, qui en ce moment m'accompagne, la pauvre, je la plains parce que je vais lui donner encore du boulot. J'ai une question, c'est est-ce qu'on peut être un coach engagé? Et c'est pas une question tout à fait neutre. C'est-à-dire qu'il y a ce sujet de la conscience que vous évoquez, François. Vous dites, si on est conscient et c'est là. Et moi, j'en suis là dans ma crise identitaire de coach, en fait. Est-ce que je peux être un coach qui accompagne la demande du client et qui le laisse agir? Il est responsable de ses choix et de ses actions. Est-ce que je peux être une personne engagée et agissante au service de ce qui m'est cher? C'est-à-dire plutôt les entreprises à mission, les entreprises responsables, etc. Et est-ce que je peux faire ça dans un même espace? Voilà. Et c'est vraiment une question de fond dont je n'ai pas tout à fait la réponse, mais que je pense certains d'entre vous partagez aussi. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire dans ma formulation de question. Oui? Ça va? Voilà. Est-ce que je peux être un coach engagé? Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment une question, parce que moi je travaille sur mon MCC là, en ce moment, et finalement ça m'amène à revisiter qui je suis, qui je veux être comme coach. Si je suis coach, pur coach, au sens où l'entend ICF, ou voilà, j'agis au service de la demande du client, et finalement il est responsable de ses choix, et tout va bien. Et donc je suis relativement neutre, même en vraie neutralité. Si je suis moi, et quand je suis coach, je suis moi. Il y a des choses qui, en conscience, m'interpellent. Je veux agir, je veux être acteur des changements. Je veux même pas être acteur des changements, j'en ai marre du changement. Je veux être acteur tout court, voilà, pour aider l'humanité à avancer. Mais si je suis moi dans le coaching, alors je suis plus tout à fait coach. Voilà. Alors, on va peut-être prendre une deuxième question avant de laisser nos intervenants répondre. On est pris par le temps pour des raisons logistiques aussi, donc on va essayer de prendre 2-3 questions et on laissera... Bonjour, pardonnez-moi, peut-être que ma question sera répondue dans l'après-midi, mais depuis ce matin, je n'ai pas entendu une seule fois le mot de thérapie et de travail sur soi-même, donc je voudrais savoir ce que des superviseurs talentueux comme vous pensent de cette question de la thérapie individuelle ou collective. Merci. Donc une réponse sur le coach engagé et sur la thérapie. En fait, je vais prolonger, c'est la même question. Moi, je suis un coach engagé sur le chemin de la conscience, et d'abord sur le chemin de ma conscience, c'est-à-dire avoir plus d'éclairage sur ce que je peux faire et sur la présence à moi-même. Et donc, il y a une des compétences de ICF qu'on peut résumer sur la compétence 4, sur offrir la présence du coach. Et pour moi, il y a beaucoup d'éléments dedans. Et je voudrais vous entendre, on a parlé d'ombre, sur comment le coach travaille sur ses propres ombres pour être plus conscient de ce qu'il fait. Donc ça va dans le même sens. Qui a envie de répondre? Daniel? Sur la thérapie, voilà, histoire de bien commencer. Toutes les autres sont très intéressantes. Je me considère comme un coach engagé, citoyenne du monde, donc pour moi, c'est une seule personne. Et mes clients sont au courant de mes choix. Il est hors de question que j'accompagne des turpitudes et des pervers narcissiques. Après ça, la thérapie, mon chéri, là où il est, lui, c'est du développement personnel. C'est absolument le choix de tout professionnel d'avoir un lieu de développement personnel. Et je dois tellement à tous mes thérapeutes que je vous recommande de passer par là.
Voilà. Et j'espère, et je fais attention, de prendre un thérapeute qui lui-même a un lieu de supervision. Le minimum que je lui demande, c'est de m'accompagner. Je ne sais pas si vous avez lu Irving Yalom. Voilà, ça c'est mon modèle de la thérapie existentielle. Donc merci à tous les thérapeutes. Nous sommes là pour parler de développement professionnel. Et donc je réfère aussi à Emmanuel qui est notre maître. Il peut arriver en coaching qu'on ait des moments de résilience. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que quelqu'un va venir vous amener un trauma, une expérience très douloureuse de son enfance, enfin quelque chose où vous vous dites « est-ce de la thérapie ?» Donc il y a toujours ce moment de réflexion importante avec un superviseur de « j'y vais pas ». Parfois, de mon expérience de coach, le fait de me raconter ce trauma, cette blessure, et d'être entendu avec l'accueil de la présence du coach, permet à la personne de revenir à ses projets et à demain. Parfois, la personne nous donne des signes que ça ne suffit pas d'en avoir parlé une fois, il y a encore des pleurs, il y a encore de la souffrance, et c'est notre professionnalisme de l'adresser à un thérapeute professionnel. Voilà, il y a plein d'autres réponses autour de ça, mais c'est vrai que c'est important. Et en supervision, on va vérifier qu'est-ce qui, dans ce qui se passe, qui ne va pas avec mon client, fait de l'ordre de la résonance. C'est-à-dire, ça parle d'une de mes blessures, d'une de mes dysfonctionnements. Et c'est ma responsabilité de coach d'aller retourner faire une tranche, comme on dit. Et bon, moi, je ne dois pas être très développée. Enfin, je suis en travail, mais encore aujourd'hui, j'ai mon lieu de développement personnel sur mes ombres. Par contre, on peut les travailler en coaching s'il s'agit simplement d'un reflet. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, il y a une difficulté. Je n'ai pas, en tout cas, je m'interroge, je cherche, je vois, c'est pas mon problème, mais je le revis dans la relation avec cette équipe ou avec cette organisation. Et à ce moment-là, je travaille le reflet systémique. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des très bons stages sur ça. Oui, alors pour répondre aux 3 questions, sommes-nous là par hasard? Ne sommes-nous déjà pas engagés? Après, moi je suis engagée, citoyen du monde, et nous avons quelque chose qui nous protège, qui protège notre client, c'est le processus ICF. Pourquoi? Parce que c'est un processus où on décide avec le client sur quoi il veut travailler, ses indicateurs, comment il va finir, et nous travaillons avec lui, et c'est un processus contenant, c'est un cadre qui contient quoi? L'appareil psychique à penser. Et c'est parce que la personne est en sécurité qu'elle travaille avec nous en coaching. Et ça nous évite de lui refiler nos engagements religieux, politiques, etc. parce que je ne sais pas qui j'ai en face, et c'est sa responsabilité, c'est son autonomie, premièrement. Deuxièmement, la question de l'ombre et de la thérapie, j'y réponds en même temps. Dans la boussole, je n'ai pas pris le temps de l'expliquer, je vous ai dit que la formation initiale n'était pas de la supervision. Pour moi, tout le reste sont des formes de supervision, l'analyse de la pratique de type réflexif, de type Balint, où on travaille le champ transférentiel. C'est de l'analyse de la pratique, ça va rentrer dans le cadre de la supervision. Donc en supervision, nous avons des matériaux qui arrivent et qui sont des matériaux parfois profonds, lourds, avec des affects. Et ces affects, dès lors qu'il y a un lieu de parole pour les dire, ils peuvent être transformés en émotions et en conscience. Avec la réflexivité, on amène, on conduit. Et je ne suis pas thérapeute. Dans la boussole, tout en bas, la thérapie était à part. La formation initiale et la thérapie ne sont pas de la supervision. Et la thérapie est souvent complémentaire, en amont ou après ou pendant, pour aller travailler des choses plus précises. Et l'ombre, de fait, on peut la travailler à notre insu, parce que ça se fait partie, quand je parlais de partenaires d'accrochage, de toutes ces choses inconscientes qui se passent. Est-ce qu'on peut choisir, tu emmènes ce matériel-là et puis pas celui-ci? Je ne peux pas choisir, ni en tant que superviseur, ni en tant que coach. Donc comment on les recycle pour les remettre dans la sphère professionnelle? Voilà. Comme tu cites les compétences ICF, je rappelle, moi je suis assesseur à l'international, donc je fais tous ceux qui n'ont pas fait des écoles certifiées. Il y a dans l'éthique et la déontologie, c'est un critère d'élimination. La première des questions, pour tous ceux qui veulent aller vers le MCC, sachez qu'il y a le critère éthique en premier. Est-ce que le coach a proposé de la thérapie, si on lui amène?
de l'ordre de la thérapie. Hein. Et c'est éliminatoire et c'est vraiment un des thèmes très très précis où on n'y va pas parce que ce n'est pas le lieu. Et en particulier, si vous voulez que ça soit votre assessment. Merci, je crois qu'on est débordé par les clowns. On a des invités surprises. Alors, on commence Léni. Eh bien, là, je me vois. Oui. Je me vois, pas me voir. Oui. Mais regardez les superviseurs. Oui. Et là, je me vois plus. Ah. Attends. Mais je vois des gens me voir. Oui.